Dimanche 21 décembre, le prince héritier a présidé l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Maroc. Il est entré sur le terrain, a salué les joueurs, le public et a donné le coup d'envoi fictif. Une scène simple, presque banale pour beaucoup de Marocains, mais qui a pourtant dit énormément de choses. Le monde entier a pu voir une réalité très claire. L'attachement profond des Marocains à leur monarchie, un attachement qui ne relève ni de la peur, ni de la contrainte, ni d'un réflexe archaïque, mais d'un lien beaucoup plus profond, presque instinctif, entre un peuple, son histoire et ses symboles. Et cette scène, aussi naturelle soit-elle ici, provoque souvent une incompréhension totale à l'extérieur. Certains y voient de l'idolâtrie, d'autres imaginent une population soumise, incapable de penser par elle-même. Et beaucoup projettent consciemment ou non leur propre grille de lecture occidentale sur une réalité qui ne leur ressemble pas. Or, cette incompréhension pose une question centrale que très peu osent aborder sérieusement. Un pays a-t-il réellement besoin d'une démocratie à l'occidentale pour être stable, légitime et fonctionnel ? Ou bien existe-t-il d'autres formes d'organisation politique plus adaptées à l'histoire, à la culture et à l'anthropologie de certains peuples ? Le Maroc apporte depuis longtemps déjà une réponse implicite à cette question. Une réponse qui ne passe ni par les discours, ni par les injonctions morales, mais par la continuité historique, la stabilité politique et l'adhésion populaire. Et pour comprendre pourquoi ce modèle fonctionne ici, il faut sortir des slogans, sortir des comparaisons simplistes et regarder les choses froidement. L'histoire, les structures profondes des sociétés et le réel. C'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Pour comprendre pourquoi cette scène à la Cannes est si naturelle pour les Marocains et si incompréhensible pour certains étrangers, il faut revenir à un point fondamental. La monarchie marocaine n'est pas une construction artificielle, ni une institution importée, ni un modèle plaqué de l'extérieur. C'est une continuité historique enracinée profondément dans la formation même du pays. Au Maroc, la monarchie ne repose pas uniquement sur un cadre juridique ou constitutionnel. Elle repose sur une mémoire collective, sur une filiation historique, sur une idée de continuité qui traverse les générations. Le roi n'est pas perçu comme un simple dirigeant politique interchangeable, mais comme l'incarnation d'un lien entre le passé, le présent et l'avenir. Et c'est précisément cette dimension que beaucoup ont du mal à comprendre. Quand certains parlent d'idolâtrie, ils passent complètement à côté du sujet. Les Marocains ne vénèrent pas un homme en tant qu'individu, ils respectent ce qu'il représente. C'est exactement la même logique que celle d'un drapeau national. Objectivement, un drapeau n'est qu'un bout de tissu. Tout le monde le sait, personne n'est dupe. Et pourtant, dans tous les pays du monde, des gens se lèvent, saluent, respectent ce symbole, parfois jusqu'à donner leur vie pour lui. Pas parce que le tissu aurait une valeur intrinsèque, mais parce qu'il condense une histoire, des sacrifices, une identité collective. La monarchie marocaine fonctionne de la même manière. Ce que les Marocains respectent et aiment, ce n'est pas un être humain en tant que tel, mais ce qu'il incarne. L'unité du pays, la continuité de l'État, la permanence de la nation au-delà des crises, des générations et des conjonctures politiques. C'est pour cela que ce lien ne peut pas être compris à travers une grille de lecture strictement occidentale. Dans beaucoup de pays, le pouvoir est conçu comme une fonction administrative, temporaire, détachable de l'histoire longue. Au Maroc, le pouvoir monarchique est un repère symbolique, un point d'ancrage autour duquel la société se structure. Et c'est précisément cette dimension organique qui fait la force du modèle marocain. La monarchie n'est pas vécue comme une contrainte extérieure, mais comme un élément constitutif de l'identité nationale. Elle ne divise pas, elle relie. Elle ne fragmente pas, elle unifie. Et dans un pays marqué par des régions différentes, ce rôle de ciment est absolument central. Avant même de parler d'efficacité politique, de développement ou de stabilité, il faut comprendre cela. La monarchie marocaine existe parce qu'elle fait sens pour la société marocaine. Pas parce qu'elle a été imposée, pas parce qu'elle serait sacralisée de manière irrationnelle, mais parce qu'elle répond à un besoin profond de continuité, de symboles communs et de cohésion. C'est sur cette base que tout le reste devient possible. Une fois qu'on a compris cette dimension symbolique et historique, il faut maintenant regarder ce que ce modèle apporte très concrètement au fonctionnement du pays. Parce qu'au-delà des symboles, un État se juge aussi à sa capacité à durer, à se projeter et à rester cohérent dans le temps. Le premier rapport évident de la monarchie marocaine, c'est la stabilité politique. Dans un monde où beaucoup de pays changent de cap tous les 5 ans, parfois tous les 2 ou 3 ans, le Maroc évolue dans un cadre institutionnel continu, où l'État ne disparaît pas à chaque alternance, où les grandes orientations ne sont pas remises en cause à chaque cycle électoral. Cette stabilité permet une chose essentielle, penser à long terme.
Quand le sommet de l'État n'est pas obsédé par la prochaine échéance électorale, par les promesses immédiates ou par la nécessité de séduire une majorité à court terme, il devient possible de raisonner sur des décennies, voire sur plusieurs générations. Les politiques publiques peuvent être construites dans la durée, corrigées progressivement, ajustées sans être brutalement détruites. C'est un point souvent sous-estimé, mais fondamental. Beaucoup de pays échouent non pas par manque d'idées, mais par manque de continuité. Chaque nouveau dirigeant arrive avec sa propre vision, défait ce que le précédent a fait, impose ses priorités, puis disparaît avant même que les résultats ne puissent être évalués. Le pays avance alors en zigzag, sans cap clair, sans ligne directrice stable. La monarchie marocaine protège le pays de cette instabilité permanente. Elle offre un cadre dans lequel les gouvernements passent, mais l'État reste. Les ministres changent, les politiques s'adaptent, mais les grandes orientations stratégiques, infrastructures, diplomatie, défense, développement économique, s'inscrivent dans une logique de continuité. Cette continuité est aussi un facteur de crédibilité. Pour les partenaires étrangers, pour les investisseurs, pour les alliés, le Maroc est un pays prévisible, lisible, fiable. On sait que les engagements pris aujourd'hui ne seront pas balayés demain par un changement brutal de direction politique. Et dans un monde instable, cette prévisibilité est un atout majeur. Enfin, cette stabilité protège aussi le pays contre les dérives populistes. Quand le pouvoir suprême n'est pas directement soumis à la pression électorale, il est plus difficile de gouverner uniquement par la séduction, par l'émotion ou par la surenchère. Cela ne garantit pas des décisions parfaites, mais cela limite fortement les décisions destructrices prises pour plaire à court terme. Autrement dit, la monarchie ne garantit pas le succès automatique. Mais elle offre au Maroc quelque chose de rare, le temps. Et en politique comme en géopolitique, le temps est souvent la ressource la plus précieuse. C'est précisément cette capacité à s'inscrire dans la durée qui va prendre tout son sens quand on compare ce modèle à d'autres formes d'organisation politique, notamment celles issues de l'histoire occidentale. Pour comprendre pourquoi le modèle marocain est si souvent mal interprété, voire rejeté, il faut s'arrêter un instant sur un point rarement abordé, l'anthropologie politique occidentale. Non pas pour juger, mais pour comprendre d'où viennent certaines obsessions et certains réflexes profondément ancrés. Dans l'histoire occidentale, il existe une méfiance structurelle envers les hommes qui concentrent trop de pouvoir, surtout lorsqu'ils le font sur une longue durée. Cette méfiance ne date pas d'hier, elle traverse toute l'histoire de l'Occident. Dans la Grèce antique, par exemple, on invente l'ostracisme. Dès qu'un homme devient trop influent, trop populaire, trop puissant, il est exilé, parfois sans avoir commis la moindre faute. Non pas parce qu'il serait nécessairement dangereux, mais parce que sa simple influence est perçue comme une menace potentielle pour l'équilibre de la cité. À Rome, on retrouve exactement la même logique. Jules César est assassiné non pas parce qu'il aurait ruiné Rome, bien au contraire, mais parce qu'il concentrait trop de pouvoir, trop longtemps, et qu'il remettait en cause l'ordre politique établi. Son efficacité et son prestige deviennent précisément les raisons de sa chute. Plus tard, en France, cette aversion prend une forme radicale avec la Révolution. Le roi n'est pas simplement renversé, il est décapité. Là encore, ce n'est pas seulement une affaire de politique, mais une rupture symbolique avec toute idée de pouvoir incarné, durable et héréditaire. Il est important de le dire clairement, ce rapport occidental au pouvoir n'est ni moralement supérieur, ni moralement inférieur. C'est une manière d'être, une façon d'organiser la société profondément liée à l'histoire, au traumatisme et aux structures mentales de ces peuples. Le problème commence lorsque cette expérience particulière est transformée en norme universelle. Lorsque l'on considère que ce modèle, né dans un contexte précis, serait l'aboutissement naturel de toute civilisation et que les autres peuples ne seraient que des occidentaux en retard, appelés tôt ou tard à suivre exactement le même chemin. C'est cette conviction, souvent inconsciente, qui empêche beaucoup d'analystes occidentaux de comprendre des pays comme le Maroc. Ils ne voient pas un modèle différent, adapté à une autre réalité historique et anthropologique. Ils voient une anomalie, une survivance, quelque chose qui devrait logiquement disparaître. Or, ce regard est profondément biaisé, parce qu'il confond une préférence culturelle avec une vérité universelle. Et c'est précisément cette confusion qui va produire à l'échelle mondiale des conséquences lourdes. À partir du moment où l'Occident a commencé à se percevoir non plus comme une civilisation parmi d'autres, mais comme l'horizon final de l'humanité, cette anthropologie particulière s'est transformée en idéologie. Ce n'était plus simplement une manière d'organiser la société occidentale, c'était devenu, dans les esprits, la seule voie légitime pour tous les peuples.
À partir de là, tout ce qui ne rentrait pas dans ce cadre était perçu comme un retard, une anomalie, une résistance irrationnelle au progrès. Les autres peuples n'étaient plus vus comme différents, mais comme inachevés. Et cette vision a servi de justification à une série de politiques qui ont profondément déstabilisé des régions entières. On l'a vu avec la colonisation, justifiée au nom de la mission civilisatrice. On l'a vu plus tard avec l'exportation forcée de la démocratie, souvent par la guerre, parfois par la pression diplomatique, économique ou médiatique. L'idée était toujours la même. Il suffirait d'installer les bonnes institutions pour que les sociétés se transforment d'elles-mêmes. Mais les sociétés ne fonctionnent pas comme des machines. Elles ne se reprogramment pas à coups de constitutions, d'élections ou de slogans. Elles reposent sur des équilibres humains, culturels, historiques, qui ne se décrètent pas. Cette même logique a aussi nourri une illusion massive autour de l'immigration. L'Occident a cru qu'en faisant venir des populations issues de cultures totalement différentes, celles-ci adopteraient naturellement les valeurs, les comportements et les structures occidentales, simplement parce que le modèle serait supposément supérieur. Là encore, on a confondu institutions et anthropologie, règles formelles et réalité humaine profonde. Le résultat aujourd'hui est visible. Fragmentation sociale, tensions identitaires, perte de cohésion et remise en cause croissante du modèle lui-même, y compris à l'intérieur des pays qui l'ont inventé. Ce qui était présenté comme une fin de l'histoire ressemble de plus en plus à une phase de désordre généralisé. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un autre malentendu fondamental apparaît, encore plus profond. La confusion entre démocratie, justice et état de droit. Ces notions sont souvent utilisées comme si elles allaient naturellement ensemble, comme si l'une produisait mécaniquement les autres. Or, dans la réalité, elles sont distinctes. La démocratie, dans sa définition la plus simple, n'est qu'un mécanisme de sélection des dirigeants. Elle permet de désigner qui gouverne, mais elle ne dit absolument rien sur la manière dont ce pouvoir sera exercé, ni sur la qualité morale, humaine ou sociale du système qui en découle. Une démocratie peut être injuste, profondément inégalitaire, brutale, voire inhumaine, tout en restant parfaitement démocratique au sens procédural du terme. L'état de droit, lui, renvoie à autre chose. Il s'agit de la primauté des règles, de leur application réelle, de l'égalité devant la loi, de la capacité des institutions à protéger les individus contre l'arbitraire. Et la justice sociale, elle, concerne encore un autre niveau. La manière dont une société traite ses plus faibles, répartit ses richesses, garantit un minimum de dignité à chacun. Or, ce que beaucoup font, c'est un raccourci intellectuel. Ils observent que les pays occidentaux, démocratiques, sont aussi ceux où l'état de droit est solide, où la justice fonctionne relativement bien, où certaines formes d'égalité sont respectées. Et ils en concluent que c'est la démocratie qui produit tout cela. C'est une erreur. Ces pays ne sont pas justes parce qu'ils sont démocratiques. Ils sont démocratiques et justes parce qu'ils reposent sur des peuples qui, historiquement, ont développé des normes de discipline, de responsabilité collective, de respect de la règle et de confiance dans les institutions. Ce sont ces comportements, ces habitudes sociales, cette anthropologie particulière qui rendent possible un état de droit efficace. L'exemple de l'Inde est, à ce titre, particulièrement éclairant. L'Inde est une démocratie incontestable. Les élections y sont libres, régulières, compétitives. Et pourtant, c'est l'un des pays les plus inégalitaires du monde. Les castes continuent d'y structurer la société en profondeur. Des millions de personnes naissent, vivent et meurent dans une condition sociale dont il leur est pratiquement impossible de sortir. Certaines tâches dégradantes, comme le ramassage d'excréments, sont encore assignées à des groupes précis de la population. Il ne s'agit pas ici de juger l'Inde, mais de constater un fait. La démocratie n'a pas aboli ces structures. Parce que le système politique ne transforme pas à lui seul l'anthropologie d'un peuple, il ne fait qu'organiser le pouvoir à la surface. Ce constat est dérangeant pour beaucoup, car il oblige à remettre en question une croyance profondément ancrée, celle selon laquelle il suffirait d'installer des institutions démocratiques pour produire automatiquement de la justice, de l'égalité et de la dignité. En réalité, ce sont les peuples qui produisent leurs institutions, pas l'inverse. Et c'est précisément pour cela que l'exportation mécanique de la démocratie a échoué dans tant de régions du monde. Elle a ignoré les structures sociales profondes, les équilibres internes, les réalités humaines. Elle a confondu la forme avec le fond.
À partir de là, une autre question s'impose naturellement. Si la démocratie n'est pas la clé universelle du développement et de la justice, alors qu'est-ce qui fonctionne réellement dans certaines régions du monde aujourd'hui? Si l'on sort maintenant du champ idéologique pour regarder simplement les faits, un constat s'impose. Les pays qui ont réussi ces dernières décennies à se transformer en profondeur, à sortir du sous-développement ou à retrouver une puissance perdue, sont presque tous passés par des phases de pouvoir concentrées et durables. Ce n'est pas une opinion, c'est une observation historique. Transformer un pays n'est pas une affaire de 5 ans. Ce n'est pas une affaire de slogans électoraux, ni de programmes conçus pour séduire une majorité à court terme. C'est un processus long, conflictuel, parfois impopulaire, qui nécessite de la continuité, de la cohérence et une capacité à encaisser des coups politiques immédiats pour des gains différés. Quand on regarde la Chine contemporaine, la montée en puissance du pays repose sur des décennies de politique continue, initiée après Deng Xiaoping, prolongée, ajustée, mais jamais brutalement interrompue. Quand on regarde la Russie, après l'effondrement des années 1990, le redressement de l'État s'est fait par la concentration du pouvoir et par la stabilité du leadership. Quand on regarde la Turquie, malgré toutes les critiques qu'on peut formuler, la transformation économique, industrielle et stratégique du pays s'est faite sous une direction politique stable, installée dans la durée. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ces modèles sont parfaits, ni souhaitables partout. Il s'agit de comprendre une mécanique simple. La durée au pouvoir permet la transformation structurelle. A l'inverse, dans de nombreuses démocraties instables, on observe le phénomène inverse. Chaque alternance remet en cause les choix précédents. Les grandes réformes sont diluées, retardées ou abandonnées. Les dirigeants sont évalués non pas sur leur capacité à transformer le pays à long terme, mais sur leur capacité à produire des résultats visibles immédiatement, quitte à sacrifier la cohérence future. Ce court-termisme est un poison pour les pays qui ont encore tout à construire. Il favorise la gestion de l'instant, la communication permanente, les décisions symboliques, au détriment des réformes lourdes, lentes et parfois impopulaires, mais nécessaires. C'est précisément pour cette raison que beaucoup de pays dits en développement se retrouvent piégés dans une instabilité chronique. Non pas parce qu'ils manqueraient de ressources ou de talents, mais parce que leur système politique ne leur laisse pas le temps de mûrir leur propre transformation. À ce stade, une chose devient claire. Le débat n'oppose pas démocratie et autoritarisme de manière morale. Il oppose continuité et discontinuité, vision longue et agitation permanente, construction patiente et gestion électorale. Et dans un environnement géopolitique instable, ce facteur devient décisif. C'est exactement ce qui nous amène au cas du Maroc dans sa région. Pour comprendre pourquoi la stabilité du Maroc n'est pas un luxe mais une nécessité vitale, il faut regarder lucidement l'environnement dans lequel le pays évolue. Le Maroc se situe dans la zone MENA, c'est-à-dire l'une des régions les plus instables, les plus violentes et les plus instrumentalisées du monde. Ici, la moindre fracture interne n'est jamais anodine. Elle devient immédiatement une opportunité. Une opportunité pour des États voisins hostiles, d'abord. Dans cette région, aucun pays ne laisse passer une faiblesse chez son voisin sans tenter de l'exploiter. Une crise politique, une fracture identitaire, une tension sociale mal maîtrisée peuvent très vite être utilisées pour affaiblir durablement un État, voire le détruire de l'intérieur. L'histoire récente de la région est remplie d'exemples de pays qui se sont effondrés non pas sous le poids d'une invasion directe, mais à cause de divisions internes soigneusement exploitées. À cela s'ajoute un autre facteur, souvent sous-estimé, l'interventionnisme des grandes puissances. Dans la zone MENA, les États-Unis peuvent intervenir à tout moment si leurs intérêts stratégiques l'exigent, et en particulier lorsque les intérêts israéliens sont perçus comme menacés. Aucun État de la région ne peut se permettre une instabilité interne prolongée sans s'exposer à une ingérence directe ou indirecte. C'est dans ce contexte précis que j'insiste, parfois lourdement dans mes vidéos, sur un point que beaucoup de Marocains ne perçoivent pas toujours. Nous évoluons dans un environnement extrêmement dangereux, même lorsque le quotidien semble calme. L'absence de guerre visible ne signifie pas l'absence de menaces, bien au contraire. Le Maroc, dans cet environnement, est assis sur un trésor stratégique, son homogénéité culturelle, religieuse et ethnique. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une posture idéologique, c'est un fait géopolitique majeur. Cette homogénéité est la base de la cohésion nationale, de la stabilité politique et de la capacité de l'État à résister aux pressions extérieures.
C'est la ressource la plus précieuse du pays, bien plus que ses infrastructures ou ses performances économiques. C'est précisément pour cette raison que les dynamiques de fragmentation démographique et identitaire représentent un danger à long terme. L'installation massive et non maîtrisée de populations étrangères n'est pas un sujet secondaire. Dans une région comme la nôtre, c'est une vulnérabilité stratégique. Une vulnérabilité que les générations futures pourraient payer très cher si elle n'est pas prise au sérieux dès maintenant. Dans la zone MENA, les sociétés éclatées deviennent des champs de bataille. Les États divisés deviennent des terrains de jeu. Et les pays qui perdent leur cohésion perdent, tôt ou tard, leur souveraineté. La monarchie marocaine joue ici un rôle central. Elle n'est pas seulement un pouvoir politique, elle est un verrou de stabilité, un point de convergence, un facteur de résistance face aux tentatives de déstabilisation interne et externe. Dans un champ de mine géopolitique, ce type de structure n'est pas archaïque, il est vital. Dire que la monarchie est le système le plus adapté au Maroc ne signifie pas dire qu'elle est parfaite. Aucun système politique ne l'est. Et si l'on veut garder une analyse sérieuse, crédible et adulte, il faut aussi regarder les limites réelles de ce modèle. La première limite évidente, c'est le risque d'un souverain incompétent. Dans une monarchie, contrairement à d'autres régimes, le chef de l'État n'est pas remplacé tous les 5 ans. Lorsqu'un roi n'est pas à la hauteur, le pays peut en subir les conséquences pendant longtemps. C'est un risque structurel, inhérent au système, qu'il serait malhonnête de nier. La deuxième difficulté concerne les périodes de succession. De l'extérieur, les transitions monarchiques peuvent donner l'impression d'une continuité parfaitement fluide. En réalité, ces moments sont toujours sensibles. Le trône, lui, est clair. La succession est connue, acceptée, institutionnalisée. Mais le pouvoir réel ne se limite jamais à la couronne. Il se joue aussi dans l'entourage, dans les réseaux d'influence, dans les équilibres internes. L'histoire est remplie d'exemples où les premières années d'un nouveau souverain sont marquées par des luttes silencieuses entre anciens conseillers, nouveaux cercles de pouvoir, figures héritées du règne précédent et ambitions émergentes. Le nouveau roi doit d'abord s'imposer à l'intérieur avant de pouvoir s'imposer à l'extérieur. L'Empire ottoman illustre parfaitement cette réalité. Plusieurs sultans ont dû passer des années à neutraliser l'influence des ministres de leur père avant de réellement gouverner. Dans d'autres cas, ce sont les mères ou les épouses du souverain qui ont exercé une influence disproportionnée, souvent au détriment de l'État. Peu de gens le savent, mais les périodes de régence de la part des mères des sultans, plus concentrées par les intrigues de palais que par l'intérêt de l'État, ont largement contribué à l'affaiblissement progressif de l'Empire ottoman. Ces dynamiques ne sont pas propres à l'Empire ottoman. Elles existent sous des formes différentes dans toutes les monarchies. Le titre officiel ne suffit pas toujours à garantir l'autorité réelle. Celle-ci doit être conquise, consolidée, parfois imposée. C'est pour cette raison que la monarchie ne repose pas uniquement sur la naissance, mais aussi sur la préparation. Un futur souverain n'est pas formé comme un citoyen ordinaire. Il est éduqué dès l'enfance dans un univers où l'histoire de sa lignée, les réussites et les échecs de ses prédécesseurs, les responsabilités de la fonction sont omniprésentes. Là où un enfant s'identifie à un sportif ou à une figure médiatique, un futur dirigeant s'identifie à des figures historiques qui ont façonné le destin de la nation. Cette construction psychologique est essentielle. Elle forge une confiance, une autorité intérieure, une capacité à assumer le poids de la décision et à s'imposer face aux pressions, y compris celles venant de son propre entourage. C'est cette préparation, lorsqu'elle est réussie, qui permet au souverain de dépasser les limites structurelles du système. Autrement dit, la monarchie comporte des risques réels. Mais ces risques sont connus, intégrés et partiellement compensés par la formation, la continuité et la centralité de la fonction. Le monde a changé. Et pour la première fois depuis des décennies, ce n'est plus seulement les régimes dits autoritaires qui sont remis en cause, mais la démocratie elle-même, au cœur même des pays qui l'ont imposée au reste du monde. En Europe, les sociétés doutent. Aux États-Unis, l'élection de Donald Trump a montré qu'une rupture était possible, même au centre du système. La Russie, la Chine, mais aussi d'autres puissances, ont prouvé qu'il existait des trajectoires différentes, des modèles alternatifs, capables de produire de la puissance, de la stabilité et de la cohérence, sans passer par les schémas occidentaux classiques. Ce changement de paradigme est en cours, il ne fait que commencer. Et ceux qui continuent de croire que l'histoire a un sens unique, que tout le monde finira par leur ressembler,
sont en train de se réveiller brutalement. Dans ce contexte, le Maroc n'a pas à se justifier. Il n'a pas à chercher l'approbation de ceux qui ne comprennent pas sa réalité ou qui refusent de la comprendre. Ce regard extérieur, souvent moralisateur, de plus en plus déconnecté du réel, n'est plus un repère fiable. Le Maroc avance selon sa propre logique. Il s'adapte au monde tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Il protège ce qui fait sa force, il sécurise ses fondations et il se projette dans un monde où les certitudes d'hier ne tiennent plus. Que certains n'aiment pas ce modèle, qu'ils le jugent dépassé ou inconfortable, peu importe. L'époque où l'Occident dictait ce qui était légitime pour le reste du monde touche à sa fin. Nous, on continue d'avancer.